Bonjour, aujourd'hui je suis avec Régis Moscardini. Régis est photographe et il est spécialiste dans la photographie de la nature et notamment des animaux sauvages. Alors, j'ai rencontré Régis récemment et j'ai eu envie de vous le présenter parce qu'il a un parcours tout à fait atypique. Vous allez voir, il a fait un truc qu'en général on ne fait jamais dans la vie. Et donc, ben voilà, je trouve super intéressant. Et surtout, maintenant, il est donc photographe artisan et il donne des formations en direction des artisans, des gens qui font de la création. Et c'est pour ça que ça m'a particulièrement intéressée. Il va vous expliquer parce que il apprend à des gens comme moi qui font de la création à prendre en photo nos propres créations pour les valoriser. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir photographe? Tu nous racontes? Que tu as fait et que tu n'aurais jamais dû faire, monsieur Régis. Ouais, c'est vrai, à la base, c'est vrai. Alors bon, déjà, bonjour à toi, Cécile, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très plaisant. Alors, je suis dehors. Je commence juste à parler, je pense, c'est les éléments qui, tu vois, qui sentent qu'il y a un truc qui se passe, donc qui se déchaînent un petit peu. J'espère que le vent va pas trop gêner. Tu me dis, Cécile, si vraiment ça gêne. Puis voilà. Alors vraiment, merci encore une fois, Cécile, de m'inviter. C'est très très sympa de ta part. Voilà, donc moi je suis, tu l'as très bien dit, photographe animalier de nature. Et effectivement, j'ai un parcours qui est, on va dire, atypique, comme d'ailleurs beaucoup de photographes en fait. Hein. C'est vrai? Oui. Souvent, je veux dire, il n'y a pas de parcours. Il y a des études pour être photographe. Donc tu peux avoir tout à fait un parcours scolaire classique et devenir photographe, ça existe. Mais la grande majorité des photographes ont un parcours assez, je vais dire chaotique, en tout cas vraiment sinueux, parce que c'est très souvent une passion la photographie et du coup donc tu fais un métier pour gagner de l'argent, enfin gagner ta vie, et la passion prend le dessus, donc du coup après voilà, tu deviens photographe un peu comme moi finalement. Donc moi j'ai été instit pendant près de 10 ans. Dans le Morvan, dans une petite école du Morvan, dans une petite école de campagne. Donc ça veut dire instit, ça veut dire fonctionnaire de l'éducation nationale. Ça veut dire ça, exactement. Donc, quand j'ai eu mon concours, en fait, effectivement, c'était le soulagement pour moi, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai mon métier à vie, je suis tranquille. Mes parents étaient super soulagés parce qu'ils se sont dit, ça y est, notre enfant a enfin, voilà, j'ai pas trop traîné, mais il est casé dans le boulot, quoi. C'est bon, maintenant, on est tranquille, tout va bien pour lui. Et puis, j'ai passé 10 ans à enseigner. C'était franchement bien. J'ai passé 10 bonnes années. Mais par contre, voilà, au bout de quelques temps, je ne sais pas qu'il y avait un manque, mais la passion pour la nature et la passion pour la photo a commencé vraiment à grandir assez fortement. Je passais plus de temps dans la nature, les week-ends, les soirées, à observer, à photographier. Et puis j'ai créé mon blog qui s'appelle Auxois Nature. Tu étais en Auxois avant? Ouais, l'Auxois, c'est une toute petite région de Bourgogne entre Saulieu et Dijon, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc j'ai commencé à créer mon site. Et vraiment, le but au départ, c'était simplement de poster mes photos juste pour montrer à mes proches, à ceux qui voulaient bien voir ce que je faisais, mais sans aucune prétention du tout. Et puis j'ai commencé à écrire des petits articles, à expliquer comment je faisais, mes techniques, mes réglages, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui me disaient bah, « merci, ça m'aide, c'est sympa ». Et là, c'était un petit peu l'élément déclencheur. Je me suis dit « mais finalement, ça aide les gens, ce que je fais, ça aide les gens ». Alors, j'ai commencé à aller un peu plus loin, à écrire plus d'articles, à faire des interviews. Ça veut dire que excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que tu donnais des conseils aussi aux gens sur les photos? Oui, bien sûr. Okay, oui. C'est-à-dire que moi, je prenais mes photos, j'expliquais comment je faisais, et certains commentaient, me demandaient, ben voilà, moi j'ai ça, comment je pourrais faire, et puis je répondais. Et puis au fur et à mesure, j'ai créé une petite communauté comme ça, qui a grandi vraiment dans le temps. Et c'était en 2013, voilà, un peu sur un coup de tête en fait, enfin, ouais, un peu sur un coup de tête, je me suis dit, mais si je me lançais là-dedans et si j'essayais de gagner ma vie en étant photographe formateur sur Internet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en disponibilité en 2013, c'est-à-dire que disponibilité, ça veut dire je fais une parenthèse dans l'éducation nationale. Je suis plus rémunéré, j'ai plus les avancements, j'ai plus la retraite, j'ai plus rien. Mais si jamais ça fonctionne pas, si mon activité de photographe ne fonctionne pas, hop, et ben je peux revenir et puis je recommence à être instit. Et puis finalement, voilà, ça aurait été juste une petite pause, mais sans une grosse prise de risque. Et quand tu fais ça, l'éducation nationale, il te demande pourquoi est-ce que tu demandes cette disponibilité? Oui, effectivement, alors, il y a tout un processus qui est pas très très lourd, mais il faut quand même, comment dire, faut faire ça proprement. Voilà, faut faire ça proprement. Donc moi, j'ai pris, alors ceux qui sont instits ou qui sont fonctionnaires ont forcément
un supérieur hiérarchique. Moi, en l'occurrence, c'était l'inspectrice de l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'IEN, tout simplement. Et puis, j'ai fait une demande de rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous avec elle. On a discuté de mon projet. C'était tout à fait bienveillant, en fait. Hein. Il n'y avait pas du tout de rapport de force entre elle et moi. Et je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, mais écoutez, je comprends parfaitement. C'est tout à fait recevable et compréhensible. C'est bien, au contraire, que des personnes voilà, aient des passions et puis envie de les développer. Donc, je l'ai fait. Et j'ai pris ma disponibilité pendant 1 an. Ça a plutôt pas trop mal marché. En tout cas, c'était pas catastrophique. Donc, j'ai refait encore pendant 1 an. Pas trop mal marché, qu'est-ce qui s'est… T'as vendu des trucs? Tu t'es mis à gagner de l'argent? Parce qu'en fait, de prendre cette disponibilité te permettait d'avoir un chiffre d'affaires, c'est ça, dans une entreprise privée? Ça, pas forcément. J'aurais parfaitement pu continuer à être instituteur tout en gagnant à côté une autre somme, en fait. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas vrai, quand on est fonctionnaire, on peut pas être… Il faut faire, alors j'ai plus le terme exact, mais il faut faire auprès de ton inspection, il faut pas faire ça dans l'ombre et un peu caché, tout ça. Il y a 2 choses à faire. Dès que tu veux vendre quelque chose, tu es obligé de te déclarer parce que sinon c'est de la vente illégale et tu n'as pas le droit. Donc il faut te déclarer, voilà, n'importe quel statut convient finalement. Bien sûr. Il faut être déclaré. Et la deuxième chose, quand tu es fonctionnaire, il faut déclarer ça auprès de ton administration, auprès de ton employeur. Mais je pense que dans le privé, ça doit être à peu près la même chose, je pense. Enfin, je dis peut-être des non, mais je parle surtout du truc du statut de fonctionnaire. Il y a plein de… Moi, j'ai plein de profs qui me disent non, on n'a pas le droit, quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit d'avoir un deuxième revenu. Alors moi, si, c'était tout à fait possible. La seule limite, en fait, c'était… Alors déjà, il fallait le dire. Alors, j'ai plus le terme exact, mais il faut… par une lettre, hein, tu as des modèles, hein, tout ça qui existent. Hein, donc, tu remplis le modèle, tu écris la lettre, tu envoies ça à ton employeur, en l'occurrence mon inspecteur, qui lui fait suivre auprès de l'administration. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite imposée. C'est simplement qu'au bout d'un moment, ils se disent, attends, mais si le gars, il fait genre 100 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'en fait, tout son temps, il le passe à sa deuxième activité et il est plus consacré sur les enfants. Exactement, c'est exactement ça. Mais il n'y a pas de chiffre précis, ou s'il y en a un, je ne le connais pas. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Mais donc, j'aurais parfaitement pu pendant 1 an, 2 ans, ou peut-être toute ma vie de fonctionnaire finalement, le faire. D'accord, ok. Attention à ne pas dépasser un certain seuil. Voilà. Ou si tu le dépasses, ou si tu es vraiment un grand nombre, tu peux parfaitement justifier en disant, ben voilà, vous savez, moi, j'ai un système qui est automatisé, qui est scalable, et il suffit d'envoyer tous les mois un mail pour générer ton chiffre d'affaires, mais vous voyez, et tu peux prouver que finalement, ça n'empiète pas trop sur ton activité de fonctionnaire. Ok, génial. Voilà. Ah oui, en fait, le truc super que tu as eu comme idée, c'est de faire un business en ligne, de faire une activité qui serait en ligne, et du coup, là, c'est excellent l'argument que tu viens de donner. Oui. C'est fantastique, ça. C'est vrai que si tu fais un business en ligne comme ça, d'ailleurs, en fait, j'ai créé mon activité, alors j'étais entrepreneur pendant 1 an, en 2012, et en février 2013, j'ai créé mon SARL, enfin mon EURL. Et donc, pendant 6 mois, j'étais en disponibilité en septembre 2013, donc de février à septembre, pendant 6 mois, j'étais donc fonctionnaire avec cette entreprise-là, et j'ai gagné mes premiers euros en étant fonctionnaire. Et j'étais pas dans l'illégalité, quoi. Il n'y avait pas de souci. Tu pouvais faire les deux, en fait. Donc là, tu n'avais pas encore démissionné. Non, enfin, pas encore mis en disponibilité. Voilà. Là, tu étais juste en disponibilité. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai, tu as très bien fait de souligner, le business en ligne permet de pouvoir jongler assez facilement entre ton activité de terrain, où tu dois être présent physiquement, et l'activité secondaire, passion, qui, elle, sera en ligne. Et c'est tout à fait possible. Ouais. Et ça, c'est ça que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est de montrer aux gens qui ont envie de faire quelque chose que même s'ils sont déjà en train de bosser aujourd'hui, ils peuvent développer une autre activité parallèlement, sans que ça leur prenne tout le temps, quoi. C'est-à-dire que c'est un autre mode de fonctionnement, les activités en ligne. Je pense que tu peux parfaitement… Tu sais, il y a des formations pour adultes, les cours du soir, les fameux cours du soir, en fait. Exact. Et ben, on peut assimiler ça à des cours du soir dans le temps pris. Moi, typiquement, j'enseignais. Alors, il y avait le temps de correction, le temps de préparation de classe, le temps des réunions. Je faisais mon métier sérieusement et correctement. Mais dès que j'avais un moment de libre, en fait, je le consacrais à mon activité. Donc, c'était forcément les soirs, c'était beaucoup de week-ends, les vacances également. Donc, il était tout à fait possible de jongler. D'ailleurs, le terme, c'est pas jongler, parce que si on dit jongler, ça fait un peu le mec qui ne maîtrise pas trop et qui est un peu sur la tangente. Ouais. Non, c'était vraiment assez maîtrisé. Parce qu'en plus, ça te faisait plaisir. Donc, c'était pas une charge de travail supplémentaire, quoi. C'était vraiment du plaisir.
pas du tout. Et en plus, c'était valorisé par le fait qu'il pouvait y avoir des revenus. Du coup, c'était carrément pire. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait tout à coup basculer réellement dans le monde il y a le de côté. l'entrepreneur? Alors, il y a le côté, je m'en souviens avoir, parlé de ça à mon inspectrice, il y avait le côté, voilà, passion, et c'était la vérité, hein, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime photographier, je voulais aussi partager ce que je savais. Et donc, c'est le côté enseignant qui était là, quoi. Avec ça, c'était très clair. Mais la deuxième raison, beaucoup plus personnelle, et je pense que c'était vraiment l'élément déclencheur, je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas basculé, c'était qu'à l'époque, en fait, mon épouse et moi, on était donc enseignants, et on travaillait loin de notre maison. Il y en avait l'un et l'autre quasiment 1 heure de route à chaque fois. On avait Colline, notre premier enfant, qui était vraiment en bas âge, qui avait moins de 2 ans à l'époque. Et en fait, on l'a levé très tôt, on l'a emmené à la crèche, on l'a récupéré tard le soir. Et donc, on lui imposait notre rythme d'adulte, de travailleur adulte. Et c'était toujours un peu compliqué les matins. C'était tendu, c'était pressé, elle était fatiguée, énervée, nous aussi. Le soir, c'était un peu la même chose. Donc, du coup, ça nous plaisait pas, quoi. En plus, c'était moi qui m'occupais de ça, de l'emmener et de la réveiller. Donc, c'était vraiment une période assez difficile pour moi dans le cadre de relations père-fille. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux, quoi. D'où l'intérêt, encore une fois, du travail en ligne. Et c'est que tu peux gérer ton temps comme tu veux. Et je m'étais dit, pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment quand tu es employé, ça peut être parfaitement génial par ailleurs, hein, ça peut être absolument valorisant, ça peut être épanouissant, mais le fait d'être employé, tu es forcément contraint à des horaires, à ton lieu de travail, donc tu dois être présent physiquement à un endroit particulier. Et donc finalement c'est une espèce de privation de liberté quelque part. Alors que quand tu travailles en ligne, je travaille d'où je veux, quand je veux, et c'est ce que je voulais. En tout cas, c'est ce que je m'imaginais. Et j'ai pas été déçu parce que en septembre 2013, quand j'ai commencé réellement l'activité de photographe formateur, eh bien, effectivement, je n'avais plus ce problème-là d'avoir à imposer mon rythme horaire à mes enfants, en fait. Et en tout cas, là, de ce point de vue-là, j'ai vraiment gagné beaucoup de liberté. Bah ouais, c'est sûr. Et aussi, est-ce que donc tu as gagné de la liberté de ce point de vue-là, et financièrement, tu t'es très vite retrouvé avec un salaire équivalent à ce que tu avais, ou tu as perdu du salaire mais augmenté de la qualité de vie, quoi? Eh ben, ta dernière phrase est parfaitement le résumé complet des 6, on est en 2019, donc des 6 dernières années. C'est exactement ça. J'ai, sauf quelques mois qui ont bien marché, parce que voilà, des fois ça veut bien rigoler et que les gens sont réceptifs à ton message, donc ça marche mieux que d'autres mois. 95% du temps, je gagne moins que quand j'étais instituteur. Allez, si on donne des chiffres, je gagne le SMIC, voire des fois un peu plus. Mais effectivement, tu as très bien résumé, c'est moins d'argent, mais plus de liberté. Voilà, on peut pas le dire autrement, en fait, c'est tout à fait ça. Et finalement, au départ, c'est quelque chose qui prend assez de temps, en fait, je pense, à éclore et à émerger dans ta tête, en tout cas dans la mienne. C'est que tu as un rythme de vie, tu as un niveau de vie. Voilà, on gagnait, mon épouse et moi-même, à peu près 4 000 € net par mois, hein, voilà, salaire d'enseignant avec quelques primes. Et du jour au lendemain, en fait, tu as quasiment un salaire qui disparaît. Donc, si tu continues sur la même lancée dans ton niveau de vie, effectivement, ça va coincer. Et c'est ce qu'on a fait finalement, parce que tu es un peu habitué, tu as un rythme de consommation qui est tel qu'il est, tu es toujours sollicité par les pubs, par ton environnement. Donc, du coup, tu continues un peu sur cette lancée. Puis, au moment, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça coince, quoi. Et quand ça coince, t'as pas le choix, faut que tu t'arrêtes. Ou alors, il faut que tu fasses machine arrière, quoi. Ou alors, tu fais machine arrière, mais ça peut être possible. En tout cas, dans mon cas, c'était pas envisageable, quoi. C'était pas envisageable. Exactement, ouais. Donc, du coup, tu baisses ton rythme d'achat. Quand tu as moins d'entrée d'argent, ta seule solution, ou c'est d'avoir plus d'entrée d'argent, mais quand tu débutes, ça peut être compliqué. Ou alors, tu baisses tes achats. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça peut être frustrant, mais c'est vraiment un mal pour un bien. C'est que je pense que maintenant, si du jour au lendemain, je gagnais vraiment beaucoup plus d'argent, je pense très sincèrement que je repartirais pas sur un rythme de consommation comme on n'était pas, attention, on n'était pas dépensier à faire n'importe quoi, mais dès qu'on avait un petit peu d'argent d'avance, voilà, tu sais, on se fait plaisir, quoi, voilà. Oui, on va au resto, on fait des trucs comme ça, on sort, ou alors on va faire un petit voyage ou des trucs comme ça. On achète un petit gadget, voilà, on achète un truc en plus. Alors qu'en fait, finalement, ça t'a fait reconsidérer ton mode de consommation, le fait de changer de vie, quoi.
il y a un truc moi qui m'a assez marqué, et je crois que c'est mon père qui me l'avait fait révéler, mais c'était vraiment le cas. En fait, quand tu es employé et que finalement ton job te correspond pas ou que tu n'es pas forcément très épanoui, tu peux gagner bien ta vie. En fait, tu as des achats compulsifs, tu sais. Exact. C'est-à-dire que, en gros, mon raisonnement, souvent, quand j'étais un stit et surtout sur la fin, donc c'était des fois un peu compliqué, et ben je me disais bon attends, je travaille, c'est bon, je mérite ça, et ben j'ai le droit de m'acheter ça quoi. Donc toi c'était ma récompense. Sur un coup de tête, je m'achetais un nouveau téléphone, je m'achetais enfin je sais pas des gadgets qui n'étaient pas forcément très utiles ou des trucs comme ça quoi. Et donc je dépensais sur des coups de tête. Sauf que maintenant, comme je suis beaucoup plus épanoui et plus heureux dans mon travail et dans ma vie en général, et ben j'ai plus besoin de ces achats compulsifs en fait. Voilà, je n'en ressens plus le besoin et c'est voilà, c'est aussi un aspect qui vient après, qu'on ne cherche pas forcément quand on décide d'être entrepreneur, mais qui vient à soi assez naturellement, qui est finalement assez plaisant. Et en plus, du coup, même quand tu vois, par exemple, ces objets auxquels tu n'arrivais pas à résister, aujourd'hui, ça ne te fait plus du tout cet effet de manque. Alors non, la plupart non, mais franchement, il y a quand même des fois où il y a le chasse naturelle, il revient au galop. Ouais, tu sais, comme je travaille beaucoup sur Internet. Non, parce que tu es tellement honnête. Mais ça, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. vrai. Tu sais, je travaille. Je suis sur Facebook beaucoup pour faire des pubs, pour animer ma communauté. Donc, du coup, forcément, ben, tu vois passer des pubs très souvent sur Instagram. J'en parle même pas, j'y suis aussi très souvent sur Instagram. Et donc, tu scrolles pour aimer, liker, commenter les photos de ta communauté. Et donc, tu vois passer des pubs très souvent. Et c'est vrai que tu es sollicité, quoi, forcément. Donc, ton subconscient est là, il voit ça. Et au départ, tu fais pas trop attention. Et puis, la pub revient. Et puis après, tu te dis, ah, mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas mal ce truc-là. Donc, ouais, c'est dur de résister. Mais très honnêtement, je ne réponds pas aux sirènes voilà, des pubs marketing. Mais parfois, quand même, tu dis, allez, tu as envie de te lâcher. Et puis, il faut aussi, hein, enfin, je veux dire. Mais évidemment, il ne s'agit pas de se frustrer non, c'est ça, ouais. Si tu as fait tous ces choix, c'est aussi pour justement être libre et donc libre de faire ce que tu as envie quand tu veux, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ce n'est plus dans un sentiment, avec un sentiment de compulsion ou de frustration qu'il pouvait y avoir avant. C'est exactement ça. Et c'est toute la différence, en fait. Des fois, je peux dire, allez, tu dis, bon, allez, c'est plus, j'ai envie de me faire plaisir parce que, c'est pas parce que je le mérite, c'est parce que, voilà, ok, je vis, j'ai envie de me faire plaisir et puis, ben, j'achète ce truc-là et voilà. Mais il n'y a plus le côté malsain de c'est bon, j'ai travaillé, en gros, pardon pour les gros mots, mais ils me font tous chier, je le mérite, quoi. Alors là, ne t'inquiète pas pour les gros mots, je n'ai aucun problème avec les gros mots, j'en dis tout le temps. Bon, ça va. Je suis connue pour ça. Mais en fait, du coup, ça m'a fait oublier ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y a plus le sentiment de justification. Ouais, c'est ça. Tu n'as plus à justifier, en fait, quand tu fais un truc. Exactement. Non, mais donc, du coup, c'est plus sain, quoi. C'est plus sain. Excellent, excellent. Ouais. Alors, donc là, tu nous as raconté ton parcours que moi, je trouve quand même très intéressant. Et je suis convaincue que ça va intéresser plein de gens et ouvrir l'état d'esprit de certaines personnes qui n'osent pas. Si je peux ajouter un truc, si vous êtes tout seul, bon, bah, vous pouvez prendre la décision tout seul. Voilà, vous pouvez aussi quand même, demander l'avis de vos proches, c'est toujours un peu piégeux. Voilà, faut toujours se méfier. Ah bon? Parce qu'en fait, c'est ça que j'allais te demander. Toi, est-ce que tes proches t'ont porté dans le projet? Alors, en fait, si tu veux, moi, j'en ai vraiment discuté avec mon épouse. C'était très important parce que c'est une décision. Voilà, c'est-à-dire que c'est un salaire en moins, c'est un risque, c'est plein de choses comme ça. Et donc, après, c'est des tensions qui peuvent apparaître, c'est des rancœurs qui peuvent apparaître. Donc, il faut vraiment être très clair avec vos conjoints, conjointes. C'est hyper, hyper important. La communication, dans ce cadre-là, c'est vital, en fait. Par contre, j'en ai pas forcément parlé à mes parents, mais parce que parce qu'ils étaient contents que tu aies un bon travail, que tu sois rentré dans la classe. Exactement. Et puis tu sais, ils peuvent te faire douter ou quoi. Et non, en fait, bon, ils étaient très très contents pour moi parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mais ça peut être à double tranchant. Ils peuvent, enfin tes parents ou enfin les proches, voilà, ou les amis. Les amis, bien sûr. Il y a aussi les amis dont on peut se méfier, évidemment. C'est important, voilà. Mais c'est à vous de voir. Si vous sentez que vous avez besoin d'avis extérieur, eh bien faites-le.
Sachez cependant que ça peut être à double tranchant parce que les gens ne sont pas dans votre tête, ils ne sont pas dans votre passion, ils ne savent pas exactement comment vous fonctionnez. Moi, quand j'ai dit je vais arrêter mon travail d'enseignant, démissionner et je vais vendre des choses sur Internet, je t'assure que ça fait flipper les gens, quoi. Hein. Ils se disent mais non, tu peux pas faire ça, Régis, c'est pas possible, c'est pas voilà quoi. Bah, ça, c'est clair. Donc ça peut être et ils peuvent se faire douter. Et malgré eux, en fait, je pense que c'est pour ton bien, c'est pour le bien de la personne en face. Donc, mais il faut se méfier. Alors, voilà. La seule personne à qui vraiment en parler, c'est mari, femme, conjoint. Voilà. Sinon, après, à vous de voir, quoi. Les À vous de personnes qui voir. sont directement concernées par Ouais, oui. le fait qu'il y ait un changement de Les vie, un personnes qui vont. changement de revenu et Ouais, tout ça. Les gens que tu côtoies tous les jours, c'est tes ça. enfants, voilà. Directement impacté, quoi. Ça, Complètement. c'est évident qu'il faut que tout le Ouais, monde soit en accord avec ça, quoi. c'est Ouais. ça. Ouais. Et bon, alors maintenant, du coup, tu donnes. Alors, donc, tu as commencé avec Auxois Nature Oui, et tu faisais des magnifiques photos j'en de. fais toujours. Ouais, c'est vrai, oui, tu en fais toujours d'animaux. Donc, ça, de toute façon, il y aura tous les liens sur Oui. ton Ah, Instagram. Et merci. même, je vais ajouter, pendant que tout à l'heure, tu nous parlais de Auxois Nature, je mettrai des photos de toi, enfin, de D'accord. tes photos, tout ça. Donc, D'accord. les gens auront déjà vu, au moment où je parle, ils auront déjà vu des photos de ce que tu Ah, fais. bah, c'est super. Et, mais, donc, tu fais tout ça. Et maintenant, tu as commencé à développer un travail de formation à destination des artisans C'est ça. qui font de la création d'objets d'art Ouais. ou pas forcément, peut-être ça peut être, je sais pas, de l'agencement, des choses comme ça, peut-être aussi, Mhm. des escaliers ou je sais pas. Parce que tu te dis que peut-être ils ont besoin de savoir faire ça. Et quand tu m'as parlé de ça, moi, je t'ai dit, mais c'est un truc excellent parce que s'il y a un truc que les artisans ne savent pas faire, c'est prendre des photos de leur projet. Quand, par exemple, un mec qui fait des escaliers va chez son client faire et il a posé l'escalier qui doit faire une photo, il ne sait pas prendre la photo et il Mhm. a un book qui ressemble à rien, qui est dégueulasse. C'est ça. Et ça, bon, je parle des escaliers, mais ça peut être des gens Ça peut qui être font de la tout à fait autre céramique, chose. des artisans d'art qui font voilà, de la sculpture sur bois, des choses comme ça. C'est ça. Alors, Ouais. pourquoi tu as eu cette idée et comment, raconte-nous un peu comment ça se passe. Comment c'est venu? Alors, c'est pas venu, comment dire, tout seul. C'est-à-dire que mon épouse a une amie, une très bonne amie, une collègue de travail, qui fait des petits bijoux, des boucles d'oreilles, tu sais, en pâte Fimo. Elle est aussi fonctionnaire, elle est aussi prof. Elle est aussi institut, elle est aussi prof, D'accord, exactement, ok. c'est ça, Il voilà. y a beaucoup d'instituts qui font des Ouais, objets de bah oui, création. Ouais, parce ouais, que énormément. ça vient du côté créatif, en fait, Ouais. voilà, sauf beaucoup d'instituts maternels, je trouve, parce qu'il y a l'aspect créativité qui rentre en jeu. Donc, cette personne-là faisait, il en fait encore des bijoux en pâte Fimo, beaucoup de boucles d'oreilles. Elle s'appelle Et comment? elle On va mettre son lien, pourquoi pas? elle n'a pas de lien. Je peux la nommer, c'est Aurélie. D'accord. Mais elle a pas de lien. Et donc, du coup, alors dès qu'elle faisait des rencontres, dès qu'elle se voyait, et ben, régulièrement, Sophie, mon épouse, pardon, mais elle achetait des boucles d'oreilles, quoi. D'accord. Qui étaient super jolies, c'était mignon, tout ça. Et puis, je lui ai demandé un jour à cette fille-là, Aurélie, montre-moi un peu ce que tu fais, tes d'autres créations, tout ça. Bon, alors, elle me sort son téléphone, en fait, et elle me montre les photos qu'elle faisait avec son téléphone, quoi. Et donc, elle me montrait des photos de ses créations prises avec son téléphone sur son téléphone. Alors, je lui disais, mais t'as que ça à me montrer, en fait enfin, je veux dire, t'as pas un site, t'as pas des choses plus valorisantes. Elle me dit, bah non, moi, quand je fais une création, quand je prends photo de mes trucs, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Pour elle, elle voyait pas le mal, finalement, Ah hein, le ouais, truc. ouais. Et Oui, alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que très souvent, j'ai remarqué, moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte artisan d'art ouais, et que je côtoie notamment les gens qui font de la création dans l'artisanat d'art. Il y en a mais 70% qui n'ont même pas conscience ouais, je de pense. les photos qu'ils font, quoi. Oui, oui, oui. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils montrent aux gens, quoi. Ouais. Ben, ça, je comprends, et on peut vraiment pas du Bah tout non, leur en mais vouloir, évidemment, parce que c'est pas chacun, leur cœur de non, métier, c'est évidemment, on est c'est ça, d'accord. chacun son Donc, domaine de compétence, quoi. Voilà. et alors, Aurélie, et Et donc ben tu alors Aurélie, du coup, je lui ai dit, je sais plus comment j'ai tourné l'affaire, mais je crois que je lui ai même trop rien dit sur le coup, mais ça m'a percuté, quoi, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais c'est quand même vraiment dommage. Elle fait des jolies choses et elle les met pas en valeur. Et puis quand on lui demande de montrer ces trucs-là, enfin ces objets, ben, à la limite, ça donne pas envie de les avoir ou de les acheter ou d'en savoir plus parce que la photo est tellement pas belle.
ben, que, ok, on voit la boucle d'oreille, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. On voit Et en vrai, c'est vachement joli, mais sur voilà, la photo, c'est c'est carrément ça. dévalorisé, quoi. C'était posé sur une table, posé sur, bon, voilà, c'était même pas sur la personne ou quoi, pas de mise en scène, rien du tout. Donc, il y avait vraiment un manque et c'était vraiment dommage, je trouve, comment dire, c'est un peu, si tu veux, comme moi, quand je fais des photographies, l'acte photographique, l'acte créatif en tant que photographe ne s'arrête pas au moment du déclenchement. Il y a le processus derrière qu'on appelle le post-traitement, le développement photographique sur ordinateur. Et moi, je continue à créer ma photo sur ordinateur. Tu vois, c'est exactement ça. Ok. C'est même encore plus loin. Une fois que j'ai développé ma photographie, qu'elle a vraiment le rendu que je souhaite lui donner, et j'ai l'impression après, l'impression sur papier. Et si je fais le parallèle, si je m'amuse à imprimer une photographie sur laquelle j'ai passé des dizaines d'heures, tu vois, de post-traitement, de création, de réflexion, de prise de vue, voilà. Et si je l'imprime sur du papier brouillon dégueulasse, et après Tout que le je la travail que montre, tu auras fait. mais tout le travail que j'ai fait, il part à l'eau, quoi, tu vois. Exact, exact. Et ben c'est exactement pareil pour la création des boucles d'oreilles d'Aurélie, quoi. Elle passe certainement des heures à créer ses boucles d'oreilles. Elle les prend en photo avec son téléphone un peu vieillot. Et derrière, ben, elle montre ça. Et ben c'est comme si, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fin de compte, il faut considérer que quand on fait une création d'un objet, et ça, c'est vrai qu'on peut, et ça ne s'arrête pas à l'objet terminé ou la livraison, c'est ça, c'est que la représentation de cet objet, de cette création, va aussi participer à la création de cet objet, quoi. complètement. Et qu'il faut vraiment penser du début Ouais. jusqu'à la fin, du moment où on l'a pensé, au moment où on le montre, aussi bien sur photo qu'en vrai. Il faut que tout soit en cohérence, quoi. C'est ça. Sinon, c'est vraiment, il y a une partie qui est boiteuse. Exactement. Et puis, on peut même aller un tout petit peu plus loin encore. Je pense que toute la chaîne doit être prise en compte dans le côté créatif. Si vous créez des objets et que vous avez des commandes et que vous les envoyez par la poste, si vous mettrez allez, je parle toujours sur l'exemple des boucles d'oreilles, vous les mettez dans une enveloppe comme ça, sans aucun mot, sans rien du tout, et vous l'envoyez par la poste, l'objet peut être magnifique par ailleurs. Il y aura un sentiment de déception chez la personne qui va le recevoir. Le côté packaging, il est super important. Je veux dire, et on voit bien dans les grandes marques, alors je sors vraiment du domaine, mais on prend Apple par exemple, si on achète un téléphone ou un. Toi, tu as le côté ouverture de cadeau de Noël, quoi. Il y a ça. Exact, Et exact. voilà. Donc il faut vraiment toujours flatter le côté enfant de la personne à qui on va donner ou envoyer ou vendre le truc. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en compte et c'est super, super important. Voilà. Un premier truc, flatter le côté enfant Ouais. du client à qui vous mais vous oui. adressez, Ah, ou mais des c'est sûr. prospects à qui vous vous adressez. Mais Et ça évident. passe par la présentation, le mode de livraison et la représentation de ce que vous voulez vendre. Mais c'est sûr, c'est sûr. Le côté enfant, Hyper il est hyper important, quoi. C'est enfant, c'est l'émotion, c'est le rêve, mais sans dire de faire des trucs incroyables. Mais voilà. Après, c'est votre côté créatif qui rentre en scène, quoi. Hein. Mais voilà, il faut flatter tout ça. Il faut développer le côté créatif sur plein de domaines et Oui. pas uniquement sur l'objet que vous faites. L'objet que vous faites, c'est vraiment peut-être 20% de l'ensemble, en fin de compte. C'est vrai, exactement. Ouais, il y a de ça. Ouais. Et alors donc, du coup, du coup, Aurélie, tu as fait des photos. Alors Aurélie, en fait, je l'ai rappelé. Non, mais en fait, je l'ai rappelé. Non, j'ai pas fait de photo, mais je l'ai rappelé. Puis récemment, en fait, d'ailleurs, et je lui posais plein de questions, savoir en gros pourquoi elle faisait ces photos-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle voulait pas aller au-delà, si tu veux. Là. Et donc déjà, première chose, effectivement, tu l'as très bien dit, elle n'avait pas conscience que c'était un problème. Exact. Et puis après, il y avait tout le côté technique photo qui lui faisait peur. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas photographe, je ne sais pas faire, il faut que j'apprenne. Ça fait un peu… tu vois, on sort du domaine artistique et on rentre dans le domaine un peu cartésien avec des techniques, des termes de réglage, ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité, quel objectif, quelle focale, tout ça. C'est des termes qui vont vraiment… qui peuvent faire peur aux gens, je comprends tout à fait. Donc, il y avait ça. Et la deuxième chose, elle se disait, oui, mais… De toute façon, moi, je n'ai pas forcément d'ambition d'en vivre, de créer une entreprise, de faire des choses comme ça. Voilà, je n'ai pas cette ambition entrepreneuriale. Donc, finalement, à quoi bon faire des belles photos? Parce que comme je ne vais pas les vendre, comme je ne vais pas faire de salon, comme je ne vais pas les vendre. Si, elle en vendait, mais comme je n'ai pas de site ou quoi, je ne vais pas en faire un vrai commerce. Donc, à quoi bon? Et voilà, donc c'était ces deux obstacles, finalement, ces deux freins, tu vois. Côté technique photo et le côté, mais de toute façon, voilà quoi. Je ne vais pas en faire mon métier, ça ne sert à rien de faire des belles photos. Ce qui est une erreur, on l'a dit. Hein, c'est exactement ce que je pense. Voilà. C'est que d'abord, premièrement, on revient au fait
d'avoir un beau support pour présenter son travail de création, c'est hyper valorisant pour l'objet qui est fabriqué pour soi-même, parce que les gens ils vont me dire bah, wow, c'est vachement beau, et du coup bah, ça fait carrément du bien. Et puis en plus, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais. Parce que peut-être que comme toi, si elle fait une petite galerie de photos sur Instagram avec des très jolies photos, elle va crouler sous les commandes. Et si elle croule sous les commandes, elle va les prendre parce que ça va lui faire hyper plaisir. Mais bien sûr. Mais exactement. Il ne faut jamais prédire l'avenir. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Et voilà. Donc, du coup, j'en savais un peu plus sur les raisons de ça. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même voilà, le côté mon nature pédagogique, ou d'aide, je me suis dit, il y a un truc à faire pour aider les gens. Et puis, c'est aussi pour moi, et là, sans toute honnêteté, en toute franchise, c'est aussi pour moi le côté entrepreneur qui revient. Je me dis, il y a un produit à créer, quoi. Tu vois, voilà, je suis pédagogue, j'aime aider les gens, j'aime expliquer, j'aime passer mon savoir, mais j'ai aussi ce côté entrepreneur qui fait que j'aime créer des produits qui n'existaient pas avant. Donc, j'ai eu envie de créer une formation pour aider les gens comme Aurélie qui créent des objets et qui ont envie d'en faire des belles photos pour les mettre en valeur, les vendre, les mettre sur Instagram pour avoir une communauté qui peut grandir parce que l'univers créé autour des photos, il est présent, il est particulier, donc les gens peuvent adhérer. Il y a des milliers de raisons de faire des belles photos, en fait. Des milliers de raisons. Moi, j'ai fait une formation qui m'a montré, expliqué comment on faisait des photos. Et je vous assure, je parle aux gens qui nous regardent, que ça a tout changé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect technique. C'était quelque chose, moi aussi, qui me faisait un peu peur parce que j'avais pas envie. J'ai toujours aimé faire de la photo, mais j'avais pas envie de comprendre dans le détail comment fonctionnait la focale, tous ces trucs-là. Et qu'en fait, avec des moyens très simples, on m'a expliqué comment faire une photo en lumière naturelle, ou même en lumière artificielle si c'est en hiver, hop, voilà. Comment est-ce que je dois me positionner par rapport à l'objet, quel cadrage il faut faire. Des trucs, mais basiques, qui m'ont carrément tout changé. Et maintenant, quand je fais des photos, ça me prend 3 heures. Je fais tout en même temps. Et du coup, voilà, je peux mettre en ligne des choses qui ont vraiment de la gueule. Et j'ai vu que ça avait eu un vrai impact sur mes résultats financiers, quoi, sur les ventes que j'ai pu faire de mes créations. Je vais t'embaucher comme commercial. Qu'est-ce que t'en penses, Cécile? Ok, je suis d'accord. Bon, d'ailleurs, moi j'ai plein de copains qui sont créateurs et qui devraient franchement se pencher un peu sur la question parce que vraiment, il y en a, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ils passent des heures dans leurs ateliers à faire des trucs super c'est ça. Et c'est pas du tout mis en valeur. Après, tu me disais s'il fallait donner deux trucs, je peux en donner deux, voire même plus. La première chose, c'est quand on fait une photographie alors, en fait, on appelle ça la photographie d'objets, de produits, on va dire petits. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'agencement dans des maisons, d'escaliers par exemple, ou de création d'artisans comme ça. On est plutôt tout à fait dans le même domaine. On est plus dans l'immobilier, c'est des techniques un petit peu différentes. D'accord. Okay. C'est pas les mêmes outils. Donc toi, c'est plus, ça sera plus sur des objets mobiles. C'est ça, parfaitement. Et on appelle ça, dans le jargon photographique, on appelle ça du pack shot, c'est un terme anglais, pack shot. Voilà. Okay. Mais en bon français, c'est la photographie de produit, c'est très bien. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut mettre l'accent, il faut que la personne, qu'on va appeler le spectateur, qui voit la photo, n'ait pas d'autre choix que de voir en une fraction de seconde la création, le sujet en fait. Il faut que le sujet, la création, soit identifiable, mais tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait de compromis, il ne faut pas qu'il y ait de perturbation ailleurs sur la photo. Et donc pour ça, il y a des techniques toutes simples. La première, c'est il faut que le fond soit très très flou. Tu vois, il ne faut pas que l'environnement soit présent. Si je crée des boucles d'oreilles, je prends Aurélie et je vais faire comme Aurélie, je ne sais pas trop faire ou même pas du tout, et vraiment c'est pas du tout pour se moquer ou quoi, hein, c'est comme ça. Elle veut prendre des photographies sur une personne qui porte des boucles d'oreilles et elle va prendre la photographie et puis derrière, je sais pas, il y a un meuble où il y a des arbres, où il y a plein de choses. On verra la boucle d'oreille bien sûr, mais si elle fait pas les choses correctement, on verra tout ce qu'il y a derrière. Et donc, du coup, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que le message délivré par la photographie de produit, il est dilué dans tout l'environnement. Donc, on comprend plus ce qui se passe. Et on ne sait plus s'il faut regarder la boucle d'oreille, s'il faut regarder le sujet, enfin le modèle, s'il faut regarder derrière, on ne sait plus.
Et donc, du coup, ben, c'est plus intéressant, quoi. Donc, tu vois, Exact. on passe à autre chose. Et En fait, ouais, ouais. pardon, Cécile, le secret, c'est, on est tous feignants, il faut faciliter la lecture de l'image de la personne qui va voir l'image. Il faut juste qu'elle ne puisse pas se dire il ne faut pas qu'elle ait à réfléchir. Il faut qu'elle se dise le sujet, c'est ça, le produit, c'est celui-là, et c'est tout, quoi. Donc pour ça, il y a des techniques très simples. On va simplement flouter l'arrière-plan, flouter le fond. Voilà. Et alors là, on peut rentrer un tout petit peu dans le domaine de la technique, mais vraiment très simplement. Vous savez, sur les appareils photo, qu'ils soient compacts ou réflexes, hein, Ouais. on a peut-être tous un réflexe, ou si on n'a pas de réflexe, un appareil photo compact, un petit numérique de compact. Juste une chose, est-ce que Oui. toi, tu apprends aussi, par exemple, à faire des photos avec l'appareil photo, le téléphone? Oui, il y a Ok. un module qui sera un module complet là-dessus. Parce qu'effectivement, même avec un téléphone, on peut faire de très belles photos. Donc, Parfaitement. vas-y, je te continue. Et donc, du coup, et donc là, on va rentrer un tout petit peu dans la technique. Soit on n'a pas envie de rentrer dans les réglages manuels, tu sais, à faire des choses comme ça. Exact. Il n'y a pas de souci. Tous les appareils, quels qu'ils soient, ont un mode, tu sais, macro. C'est souvent une petite fleur Ouais, exact. qui est indiquée. Et là, c'est très simple. L'appareil, lui, ben, si on choisit le mode macro, l'appareil, lui, il a dans son programme informatique, il a tout prévu pour, et il va se débrouiller pour flouter tout ce qui est autour et simplement faire la netteté, la mise au point que sur le sujet sur lequel on a visé. Et donc, tout ce qui sera devant et derrière, ce sera flouté parce que l'appareil aura fait les réglages nécessaires pour, quoi. Ça, c'est déjà mais un truc Ça c'est tout juste simple. voilà, c'est un truc tout simple. C'est un truc tout simple qui va vraiment, et encore une fois, je me répète, mais c'est important, n'avoir que le sujet net et tout le reste flou. Ça, c'est la première chose. Si on a un téléphone portable, il y a la fonction, pareil, la très grande majorité ont cette fonction, ben, toujours petite fleur, toujours macro. Ça dépend là, il y a des techniques utilisées qui sont différentes, donc ça dépend du smartphone utilisé, mais il y a aussi cette fonctionnalité-là. Entraînez-vous à le faire et voilà, vous verrez que les résultats sont tout à fait différents en fait. La deuxième chose, c'est la lumière, et ça, c'est très important. On dit toujours qu'un photographe, c'est un peintre il peint avec la lumière, en fait, et c'est exactement ça. Donc, il y a une première chose à bannir, c'est la lumière artificielle tu sais, du petit flash qui sort de l'appareil photo. En fait, plus la source de lumière artificielle est petite, plus le rendu sera pas beau. D'accord. Okay, en fait, si tu veux, la meilleure source de lumière possible au monde, Ouais. c'est la lumière naturelle d'une journée nuageuse, où en fait, si tu veux, les nuages vont servir de diffraction, de filtre, d'un immense filtre, en fait, d'un immense diffuseur de lumière, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'ombre. Et ça va être génial parce qu'il n'y aura aucun contraste et ça va faire une lumière très douce, tu vois, ouais, très douce, très tranquille, sans aucun contraste, et c'est parfait pour faire des belles photos de produits. Mais donc, du coup, à l'inverse, il ne faut surtout pas utiliser son petit. Mais le pire, si je prends mon téléphone, le pire, c'est ça, quoi. Le pire, c'est le flash de l'appareil photo du téléphone. Ça, c'est Parce que l'horreur. c'est la plus petite source de lumière possible, hyper. D'ailleurs, c'est puissant, mais c'est tout petit. Donc, ça va faire une lumière très blanche, très blafarde, qui va faire beaucoup de contraste, qui ne sera pas belle du tout. Donc, ça, Et il faut puis qui vraiment va aussi tester. enlever le floutage, enfin les différents Exactement. plans, qui va écraser les plans. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut vraiment bannir ça. Donc, ce qu'il faut, c'est le mieux, franchement, c'est la lumière naturelle. Alors, si on peut parfaitement se mettre, par exemple, on a une belle fenêtre, on enlève les rideaux, bien sûr, on a la fenêtre toute vide, toute nue, on la laisse fermer et on se met sur le rebord de la fenêtre. Alors, par contre, il ne faut pas que ce soit une lumière directe, le soleil paf qui tape dessus, sinon, encore une fois, on aura quelque chose de très dur, de très contrasté. Qui peut être bien pour faire de la photographie artistique, on voudra faire des contre-jours, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment de la photographie descriptive pour mettre en valeur le produit. Exact. Mais du coup, idéalement, ben, il faut être là, du coup, quand on est en lumière naturelle, on est un peu contraint par la météo, mais il faut attendre un ciel un peu brumeux, tu vois, assez nuageux. Et quand c'est le cas, on se met sur le bord de la fenêtre et là, on aura une belle lumière naturelle qui fera pas de contraste. Et on aura assez de lumière en quantité suffisante pour faire des photographies qui vont, ben voilà, qui vont permettre d'avoir la lumière idéale pour faire la photographie de produit. Après, si on veut prendre une photo, par exemple, d'un fauteuil, dans mon cas, oui. Évidemment, peut-être pas le mettre sur le bord de la fenêtre, mais on peut se mettre Non. dans une pièce où il va y avoir une grande source lumineuse. Parfaitement. Et, ou près d'une porte, et voilà, afin qu'il y ait cette lumière qui vient. C'est ça. On ne se rend pas bien compte, mais si tu veux,
une énorme différence de quantité de lumière entre quand on est à l'intérieur, dans les deux cas, que ce soit la journée ou la nuit avec les lumières artificielles allumées. Quand les plafonniers sont allumés, on a l'impression qu'on y voit plutôt bien et qu'il y a assez de lumière. C'est parce que notre œil, il est très perfectionné et que notre œil, il fait ce qu'il faut, et notre cerveau fait ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas à se dire, il n'y a pas assez de lumière, tu vois. Donc, il suffit d'un plafonnier à l'intérieur allumé et d'une petite lampe de chevet pour nous penser qu'il y a assez de lumière. Mais l'appareil photo, lui, n'est pas assez perfectionné. Sa capacité à travailler avec une basse lumière comme celle-ci n'est pas assez suffisante, en fait. À l'inverse, quand on est en pleine journée avec la lumière du jour qui baigne vraiment l'intérieur de la pièce, pareil, nous, naturellement, on va se dire, mais il y a assez de lumière, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il y en aura vraiment assez pour l'appareil photo. Okay, donc, quand on est en pleine journée, on peut parfaitement photographier vers une source de lumière, une fenêtre, une baie vitrée, c'est parfaitement suffisant. Mais quand on est le soir et qu'on n'a pas d'apport de lumière artificielle adéquate pour la photographie de produit, il ne faut pas photographier avec la lumière du plafonnier parce qu'on n'aura pas assez de lumière pour faire la photographie de l'objet, du fauteuil, de ce que tu veux. Donc, si on n'a pas, si on n'a pas de la lumière artificielle en conséquence, on le fait en pleine journée. Parce qu'il y aura assez de lumière, avec un apport de lumière naturel, avec des nuages, c'est vraiment l'idéal. Ok. Bon, bah écoute, tu nous en as déjà dit pas mal. Et ça fait 3/4 d'heure qu'on discute. Donc, ah oui. Ça passe hyper vite. Mais c'était super intéressant. Et franchement, j'espère sincèrement que tu vas avoir inspiré des gens pour écouter un peu leurs besoins. Alors, par rapport à ça, par rapport à mon parcours, franchement, et c'est pas de la fausse modestie, je suis quelqu'un de normal. Je veux dire, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire dans le sens où, qui a une vie folle, tu vois. C'est, je m'estime pas être quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, vraiment, les gens qui se disent, oui, mais moi, voilà, quoi, j'ai une vie comme tout le monde, je suis monsieur tout le monde, et je suis aussi monsieur tout le monde. Ce qui n'empêche pas d'avoir des parcours qui soient différents et comme le mien et qui peuvent inspirer. Et en tout cas, alors il y a certes une prise de risque, c'est évident, mais elle vaut le coup d'être tenter, quoi. De la tenter. Exactement, quoi. Voilà. Régis, je vais mettre le lien alors de cette. Donc, c'est pas sur Auxois Nature qu'on trouve ces infos pour la photo de formation et tout ça. Alors donc, pour l'instant, je t'enverrai le lien. Voilà, je t'enverrai le lien du site où on pourra s'inscrire pour la formation. En tout cas, s'inscrire pour. En fait, moi, je m'organise de cette façon. Je fais des ateliers en ligne. Dans lesquels j'explique comment faire. Et puis, si les gens sont intéressés, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi. On s'appelle par téléphone. Et puis, j'essaie d'en savoir plus sur la personne. Et puis, si elle a envie d'aller plus loin, elle devient membre, elle devient élève de ma formation, tout simplement. Donc, je t'enverrai le lien de cette page-là et puis tu pourras la diffuser. Voilà. J'espère sincèrement que des gens vont avoir envie d'essayer, quoi, parce que c'est très utile. Et d'abord, la première partie de ce rendez-vous, c'est de changer de vie. Enfin, je ne veux pas que les gens changent de vie, c'est pas le problème, mais au moins de faire quelque chose qui leur plaît et qui leur plaise vraiment, quoi. Et après, s'il y a des artisans qui veulent apprendre à faire les photos pour valoriser leur travail, je pense que tu es l'homme de la situation, mon cher ami. C'est vrai. Voilà. Merci Cécile. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup, Régis. Merci à toi, c'était très plaisant. Et je te souhaite une très très belle journée. Je vois qu'il fait beau chez toi. Ouais, c'est bien ensoleillé, c'est super. Bon, à très bientôt. Ouais. Salut Régis. Salut. Oui, alors je ne l'ai pas dit Cécile, mais je voulais rajouter un truc super important, c'est que quand tu sais photographier un produit, donc tu le mets en valeur avec la lumière, tu le mets en valeur parce que tu fais un flou d'arrière-plan marqué, tu fais un flou de premier plan marqué, et en fait, il suffit de remplacer ton produit, tes boucles d'oreilles par la tête de ton enfant, par la tête de ton mari, par la tête de ton chat ou de ton chien, en fait, c'est exactement les mêmes techniques, c'est exactement les mêmes principes. Un portrait, pourquoi un portrait d'une personne fonctionne? C'est parce que, encore une fois, c'est les mêmes choses. Le flou, le fond est flouté et on voit que la personne avec une belle lumière, en fait. Tu vois, il suffit, même s'il y a des branches derrière, même s'il y a des voitures derrière, même s'il y a des gens derrière, si tout ça c'est flouté par des techniques photographiques, ça ne gêne pas.
Exactement. Finalement, tu vois, cette formation, en tout cas, ces techniques de pack shot et de photographie de produits, eh ben, elles sont parfaitement applicables à la vie de tous les jours finalement, quoi. Exact. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, en apprenant à faire des photos pour ses créations, on va aussi pouvoir appliquer ça et faire des photos pour personnelles Oui. qui vont être vachement plus belles, quoi. Complètement. C'est exactement les mêmes techniques, franchement. Alors après, après c'est différent parce que ta boucle d'oreille, tu la mets place comme tu veux, elle t'embête pas. Le modèle vivant en face, c'est un peu plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle le posing, et là, c'est une autre technique, c'est autre chose. Oui, mais bon, ça donne quand même une idée. Mais Si voilà. tu vas en balade, que tu veux prendre un paysage ou une fleur en photo, ou voilà, ça donne quand même une idée du cadrage, de la manière dont tu dois cadrer, de la manière dont tu dois tenir compte de la lumière. Si ta photo elle est moche, c'est peut-être à cause de la lumière, des choses comme ça. C'est ça, exactement. Voilà, j'ai bien fait de voilà, exact, tu as bien fait de donner le petit dernier truc en plus. Voilà. Le petit bonus de fin d'interview. De fin d'interview. Ouais. Je t'embrasse, Régis, et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. C'était super intéressant. Merci à toi. Et je te souhaite plein de réussite. Ouais.